Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet échange dans le cadre de la deuxième édition de S'écrilo, la semaine de critique littéraire online, organisée par Acolyte Consulting. Je suis Fatoumata Sissé et j'ai l'honneur de modérer cet échange aujourd'hui. Merci à Acolyte pour la confiance et merci à vous, public qui sera présent en direct sur Facebook et LinkedIn. Pour me présenter rapidement, pour celles et ceux qui me découvrent, je suis à l'initiative de la Biblio de Fatim, une page sur les réseaux sociaux destinée à promouvoir les littératures africaines et afrodescendantes, notamment à travers des recommandations littéraires, des lives avec des acteurs et actrices du livre et la promotion d'événements littéraires et culturels. Et plus récemment, j'ai fondé l'association La Librairie éphémère de Fatim, dont l'objectif est de valoriser donc notamment et particulièrement les littératures africaines et afrodescendantes, les acteurs et actrices qui nourrissent cette littérature et plus largement le livre dans sa diversité. Donc, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec le thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est en apparence simple, mais qui cache toutefois une certaine complexité. Critique littéraire et édition, indépendance ou union nécessaire. Sur le papier, l'éditeur publie et le critique évalue. Deux métiers, deux postures, deux temporalités, mais dans la réalité du marché du livre africain et francophone, peut-on encore se permettre cette séparation? L'éditeur a besoin de visibilité, le critique a besoin d'objets pour analyser, de matière à analyser. Sont-ils condamnés à s'allier ou cette alliance compromet-elle l'indépendance de la critique et la liberté de l'édition? Et c'est justement cette conversation que nous allons avoir pendant les 90 prochaines minutes avec nos cinq chers invités. Nous avons d'abord, pour commencer, Annie José Ndjok, camerounaise ingénieure culturelle avec 15 ans d'expérience en coopération au développement et fondatrice depuis 2019 des éditions Arconté à Douala. Nous avons Léa Arcel Safak, jeune entrepreneur camerounaise, fondatrice de Kitabou, une solution qui s'attaque aux défis structurels de l'édition africaine, à la croisée de l'édition, de la recherche et de la technologie. Ensuite, nous avons Richard Labé-Vitré, éditeur, poète et romancier tchadien, cofondateur des éditions Algamar et membre du GELT, le groupement des éditeurs du livre au Tchad. Évidemment, Natacha Odona, autrice et éditrice originaire de Martinique, installée au Canada depuis 2012, fondatrice de production Shana, qui œuvre à la transmission entre le continent africain et sa diaspora. Et enfin, et pas des moindres, nous avons Loïs Irène, autrice camerounaise des romans policiers Brigade 14 et directrice des éditions Tila Africa. Bienvenue à vous tous, chers intervenants et intervenantes. Pour que l'échange brièvement se passe très bien, chaque intervenante aura 3 et 4 minutes. Il y aura des questions certainement de la part du public qui seront réservées à la fin de l'échange, si vous le voulez bien. Et donc, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais que chacun et chacune d'entre vous nous dise en 2-3 minutes, selon vous, dans votre pratique quotidienne, la critique littéraire et l'édition sont-elles aujourd'hui plutôt deux mondes qui se tournent le dos, deux mondes qui collaborent sainement ou deux mondes qui sont devenus trop dépendants l'un de l'autre? Si Annie veut bien, on va commencer par elle, à vouloir entendre sa réponse. Merci beaucoup Fatim. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour aller directement à ta question, je disais tantôt en off à Ray que dans ma pratique en tout cas, étant éditrice depuis quelques années seulement, je suis restée assez loin de la critique littéraire. Je parle de ma pratique professionnelle, de moi personnellement. Mais ce que j'ai observé, c'est que en réalité, il n'y a pas beaucoup, et c'est ce que je disais à Ray, il était un peu contrarié par rapport à ça. On n'a pas beaucoup de critiques littéraires. Ceci est dû au fait que, si je puis dire, de l'hégémonie d'un autre art qui est particulièrement la musique. Et donc, vous allez avoir plus de critiques en art de la musique qu'en littérature. Maintenant, quand on regarde au fond,
il me semble, en tout cas, de ce que j'observe ici au Cameroun, c'est qu'il faut, aller vers, je connais pas jusqu'à ce que je suive, je commence à suivre il y a quelques années Ray, et quelques-uns d'autres que j'ai découverts à travers l'événement, c'est Krilo. Il faut, en tout cas nous éditeurs, il faut qu'on aille vers les éditeurs et particulièrement vers les critiques plutôt, mais particulièrement vers les journalistes culturels. Je reprécise encore que les critiques littéraires au sens spécifique du terme, ils sont pas très nombreux. Et donc, il y a beaucoup, enfin, il y en a qui dépendent beaucoup qui vont beaucoup, il va y avoir beaucoup de dépendance, en ce sens que c'est souvent les éditeurs qui font le travail d'aller vers les journalistes et critiques pour leur proposer les œuvres qu'ils publient. Et donc, pour qu'une œuvre fasse l'objet d'un article, d'une chronique, si vous voulez, d'un article ou d'une critique, on se retrouve, nous, en tant qu'éditeurs, à devoir souvent monnayer cela. Et c'est particulièrement difficile et ça peut fausser très vite la donne. Dans ce qui me semble, de ce que j'ai compris de la critique littéraire, ça doit être un acte complètement libre et complètement indépendant, bien à côté de l'édition, parce que la critique a ses missions, qui sont notamment comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Fatine, d'évaluer les œuvres et puis de construire donc une légitimité de cette œuvre-là, tout en faisant la médiation auprès des différents publics. Donc, pour résumer, il y a, en ce qui me concerne, beaucoup plus de dépendance entre les deux. Et ça, c'est beaucoup lié au fait économique. Parce que, on en parle depuis toute la semaine, les critiques littéraires en tant que métier dans la chaîne du livre, comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Qui les rémunère? Est-ce que ce sont les médias pour lesquels ils travaillent? Est-ce qu'ils sont... Donc, voilà, ce sont des questions qui ont été posées et ce sont en fait des réalités que l'on vit au quotidien. Et ça, c'est une question à laquelle il va falloir que nous répondions et de manière pratique pour faire avancer la critique littéraire sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, Annie, pour ton intervention, pour ta réponse. J'aimerais bien, par la suite, avoir le retour de Richard et de Loïs, qui ont la double casquette, notamment éditeur et auteur. Richard, qu'est-ce que tu penses de ce postulat-là? Pour toi, c'est deux mondes qui se tournent le dos, deux mondes qui collaborent quand même ou peuvent collaborer sainement, ou deux mondes qui sont devenus trop dépendants l'un de l'autre? Voilà, merci Madame Fatim. Bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a cette interdépendance entre le critique et l'édition, donc l'éditeur. Cependant, dans le contexte tchadien, on constate qu'il y a un problème. Parce que tout à l'heure, Madame Annie parlait donc du déficit des critiques sur le champ peut-être camerounais, mais ici au Tchad également, c'est presque la même réalité. Dans les panels précédents, on parlait justement, est-ce qu'un lecteur, il faut forcément être un universitaire de formation avant de dire qu'on est un critique littéraire ou même un grand lecteur peut s'improviser en critique. Aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que dans les médias, il n'y a pas de consultant, il n'y a pas de critique pour faire ce travail-là. Dans notre champ, ici, il n'y en a pas. En tant qu'éditeur, nous faisons recours donc à quelques rares critiques qui sont là, et exceptionnellement à l'occasion des dédicaces. Et c'est toujours l'éditeur qui doit rémunérer donc ce critique-là. Donc, on voit déjà que pour être véritablement dans l'objectivité, il y a déjà un souci. Puisque vous le rémunérez, parfois ce sont des connaissances, il y a des choses qui se passent en coulisses. Ça, c'est de manière globale. Parce qu'il faut une certaine indépendance. Et l'indépendance est nécessaire parce que c'est un élément, c'est une exigence de crédibilité.
Le critique est censé évaluer l'œuvre de manière objective. Or, lorsqu'on essaye de monnayer, lorsqu'on essaye de faire recours à des amis qui t'improvisent des critiques, ça veut dire qu'il y a un certain problème. Donc, dans notre champ, il y a quelques universitaires qui sont des critiques de formation. Il y a quelques rares grands lecteurs également qui font le travail, mais en tant que critique en tant que métier, je dirais qu'il n'y en a pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une sorte de complaisance dans les jugements, une promotion déguisée en critique, perte de confiance du lectorat, etc. Ça, c'est d'une part. Okay. D'autre part, il y a une sorte de règlement de compte. Il y a des gens qui se disent des critiques, mais qui en réalité n'ont pas tous les outils nécessaires pour faire le travail. C'est comme ça que ça tourne finalement en une attaque personnelle. Il n'a pas toutes les ressources, la méthodologie nécessaire pour faire le travail, et ça fait ce que les auteurs ont de plus en plus peur de faire recours donc, aux critiques. Voilà ce que je peux dire de manière ramassée, de manière globale dans le champ tchadien spécifiquement. Merci beaucoup, Richard, pour votre réponse. Loïs, si tu veux bien, ou vous voulez bien nous donner votre perspective d'un point de vue autrice et également éditrice. Ok, merci pour la parole donnée. Bonsoir Loïs, à tout nous ne le monde. t'entendons pas. Vous m'entendez maintenant? Écho, c'est bon? Non, le son n'est toujours pas... Je ne sais pas si je suis la seule à ne pas l'entendre. Moi, je l'entends. Moi, je l'entends très bien également. Ok. Je l'entends également. C'est bon maintenant? Alors, à mon niveau, alors. D'accord. Je disais bonsoir à tout le monde. C'est bon maintenant? Je ne l'entends pas. Les aléas du direct de public, désolé pour ça. Oui, ce sont les aléas du direct. Bon, je vais continuer le temps que tu règles ce souci. Et donc, Okay, je rejoins Loïs, Richard. si ça ne te dérange pas, je vais juste le temps peut-être que d'envoyer un message à Ré, enchaîner avec Léa pour sa réponse. Comme ça, si Ré peut nous voir en coulisses et il peut intervenir. D'accord. Très bien. Okay. Léa, donc, est-ce que, s'il te plaît, on pourrait avoir ta réponse, ta perspective tech, innovation, pour avoir, encore une fois, ta vision sur ce postulat-là? Ok, alors bonsoir à tous. Pour moi, déjà, étant critique de formation, c'est difficile en fait que je réussisse à dissocier les deux dans mon quotidien. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. C'est Fatim qui a un problème, on dirait. Oh, d'accord. Excusez-moi, je pense avoir un souci de haut-parleur. J'entendais Annie, j'entendais Richard, mais Léa et Loïs, je ne les entends plus. Natacha, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais parler pour que je vois si je t'entends aussi? Je t'entends, personnellement, ça va. Je ne t'entends pas non plus. Ok. Léa, tu peux continuer avec ta réponse. Moi, je vais juste me déconnecter entre-temps et vous laisser 2 petites minutes et je reviens, en espérant que ça refonctionne. Merci. D'accord. Alors, je disais, dans mon quotidien, vraiment, c'est presque impossible pour moi de dissocier les deux parce que je suis déjà quelqu'un de très engagé. Et je pense que la critique littéraire pour des réceptions d'un texte contribue déjà à affirmer sa ligne éditoriale. Ça, c'est d'une part. Parce que lorsqu'on reçoit un texte et qu'on n'a pas ce regard critique-là, il est difficile, en fait, de se rassurer que le texte va aller dans la même logique que la ligne éditoriale qu'on a eu à fonder, respecter ses valeurs, ses principes et tout. Si on décide de rester uniquement dans la posture d'un éditeur qui veut juste un livre qu'il peut promouvoir et qui a de l'avenir, ça sera un peu difficile à la longue de maintenir cet engagement-là. Et je me dis même que ça peut transformer le métier d'éditeur en un métier un peu trop, je dirais, routinier. C'est-à-dire, on reproduit les mêmes gestes. On n'a pas tendance, en fait, à challenger les textes qu'on reçoit au quotidien.
Donc, c'est ce qui m'aide. C'est vrai que j'ai bénéficié, ou bien je peux dire, j'ai été plongée dans un environnement scientifique très tôt. Dès que je me lance dans l'édition, je suis essentiellement éditrice scientifique. Donc, j'ai affaire aux articles scientifiques, j'ai affaire à, entre guillemets, comme on dit en science, j'ai affaire à la vérité, très peu de fiction. Donc, et là, c'est vraiment, c'est impératif. C'est pas négociable du tout de passer un texte ou bien de ne pas passer un texte sous un regard critique. Ça, c'est carrément prohibé même. Donc, à la longue, avec l'évolution des choses et la maison d'édition que j'ai moi-même réussi à propulser, je reste un peu dans cette logique-là aussi. Et je crois que ça m'aide. Ça n'exclut pas, bien sûr, que je collabore avec des critiques en parallèle, parce que ma critique, elle se fait surtout d'emblée, donc lorsque je reçois le texte. Mais lorsque le texte arrive déjà au moment de la promotion, à ce moment-là, je me retire parce que, étant éditrice d'un texte, je peux pas l'auto-promouvoir. Donc, à ce moment-là, bien sûr, je fais appel à des critiques littéraires qui vont donc confirmer ou infirmer la décision d'éditer que j'ai prise bien au départ. Donc, c'est généralement comme ça que je fonctionne. Pour moi, ce sont deux capacités ou alors deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Si je n'avais pas été critique littéraire de formation ou bien en herbe, je crois que j'aurais eu besoin d'un critique même dès réception d'un texte pour me rassurer de ce que ça va à la longue respecter mes valeurs et venir renforcer aussi l'engagement que j'ai à travers ma ligne éditoriale. Merci beaucoup, Léa, pour ta réponse. Loïs, si tu veux bien nous donner ta perspective. Ok. Merci. Comme je le disais précédemment, je rejoins Richard sur le fait que la critique littéraire, elle est importante, mais elle ne devrait pas devenir un terrain de conflit. Normalement, pour qu'un écosystème littéraire se développe très bien, il est important que la critique et les éditeurs travaillent ensemble parce que la critique, elle va apporter de la plus-value à une œuvre, elle va lui montrer ses limites, elle va montrer aussi la teneur et la valeur de cette œuvre-là. Maintenant, la critique aussi a besoin des œuvres parce qu'on ne peut pas critiquer si on n'a pas d'œuvre à critiquer. Donc, les critiques ont besoin des œuvres qui sont éditées et les éditeurs ont besoin du retour des critiques pour savoir si cette œuvre atteint vraiment son objectif, puisque le critique aussi, c'est le porte-parole du lecteur. C'est lui qui va pouvoir orienter le lecteur, lui dire ici, c'est une œuvre vraiment à lire parce que il y a tel ou tel point qui peuvent t'intéresser. Donc, les deux marchent ensemble et les deux doivent travailler ensemble d'une façon équilibrée, tout en gardant chacun son indépendance, parce qu'une critique qui vient aussi flatter l'éditeur ne l'aide pas. Si la critique flatte l'éditeur tous les jours, l'éditeur ne va plus voir ce qu'il doit améliorer et les livres vont ressembler à la même chose. En fait, on aura toujours le même thème, les mêmes redondances. Mais lorsque la critique reste vraiment indépendante, qu'elle garde son objectif et qu'elle sait quand dire c'est très bien ou alors quand dire c'est bien, mais et quand dire non, en fait, il faut beaucoup améliorer le texte. Cela aide tout le monde à offrir une littérature de qualité et à rehausser vraiment la littérature africaine aux yeux de tout le monde. Très bien. Merci beaucoup pour ta réponse, Loïs. Et Natacha, si tu veux bien nous donner ta perspective avec le recul que tu as d'un point de vue, on va dire, marché du livre caribéen, même si tu es installée au Canada, on veut bien avoir ta perspective. Bonjour tout le monde. Je vais plutôt parler de la perspective québécoise en fait, parce que même si je suis caribéenne, j'ai commencé à travailler comme éditrice au Québec. Donc, D'accord. de ce que j'ai pu observer, quand un livre sort, la maison d'édition, elle doit envoyer un communiqué de presse aux médias. Et dans chaque média, il y a des critiques ou des journalistes culturels qui ont en charge certains thèmes. Donc, il y a des journalistes pour le cinéma, pour la littérature. Et donc, après, ils se dispatchent les communiqués de presse. Chacun choisit ce qu'il veut ou pas critiquer. Après,
au Québec, il y a quand même ce qu'on appelle une politique nationale du livre. Donc, si le livre n'est pas vraiment ce qu'on appellerait un livre québécois, je ne sais pas quels sont les critères de certains, là, mais si le livre n'est pas vraiment un livre québécois, il ne sera pas nécessairement critiqué dans un média grand public. Donc, c'est à l'éditeur, finalement, de continuer à chercher des personnes qui seraient susceptibles de critiquer le livre. Par exemple, moi, j'ai édité des auteurs qui ne vivent pas au Québec et il me fallait trouver des gens qui étaient en mesure de comprendre ce qu'il y avait dans les livres pour pouvoir les critiquer. Parce que je ne voulais pas seulement simplement d'un article de presse pour faire savoir que le livre est sorti, en faire la promotion. Je voulais que vraiment quelqu'un prenne le temps de voir ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai eu, quand le premier livre est sorti chez Chana Prod, bon, j'ai commencé par moi-même, parce que Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai effectivement eu des articles de presse, mais je n'ai pas eu ce que je voulais. D'autant que l'un de mes personnages, c'est une Martiniquaise, elle sortait avec un Camerounais, elle était possédée par un esprit. Cet esprit-là, c'est un loi. Les lois, ce sont des esprits haïtiens, sauf que l'esprit, il avait un nom élevé et la signification était chrétienne. Donc, ça faisait un certain syncrétisme. Il fallait quand même que quelqu'un soit en mesure de comprendre de quoi on parle. Et finalement, ce sont les Gabonais, avec le club lire du professeur Ding Dong, qui ont pu disséquer le texte et puis me faire voir qu'il y avait quelque chose d'intéressant dedans. Il y a eu un autre texte, là, c'était de la poésie érotique. J'avais demandé à un critique camerounais qui s'appelle Balthazar Atangana Noah Koulbeti, en fait, de faire la critique. Et il a vraiment pris le temps. Enfin, j'ai vu des choses qu'en tant qu'éditrice, je n'avais pas vues dans le texte. Parce que bon, certes, j'ai un bac en littérature, j'ai fait des classes préparatoires en grandes écoles littéraires, mais après, j'ai continué en sciences politiques et après en économie de la santé. Donc, je n'ai pas tous les outils qu'il faut pour voir certaines choses dans les textes, mais je suis quand même en mesure de voir si un texte est bien écrit, si on peut le partager au public. D'accord. Et par contre, il y a eu le recueil de poésie Le Monde virait au bleu. J'ai trouvé un critique littéraire québécois. Bon, c'est un monsieur qui était prof de français, qui maintenant est à la retraite, et puis il s'est dit, bon, je vais critiquer des recueils de poésie. Moi, je me suis dit, c'est un recueil qui a été écrit par un Camerounais qui vit en France. J'aurais aimé voir qu'est-ce qu'un Québécois dirait sur ce livre-là. C'est vraiment dans cet angle-là que je lui ai demandé de faire la critique. Et il a accepté de faire la critique parce qu'il m'a confondu avec une autre Natacha. Je me suis dit, bon, tant pis. Mais quand il a fait sa critique, il a dit qu'il a parlé de cet angle-là que je lui ai proposé. Et par la suite, en privé, il m'a dit que s'il ne m'avait pas confondu avec cette Natacha-là, il n'aurait pas fait la critique parce qu'il pensait qu'il n'avait pas les outils pour pouvoir critiquer ce livre-là. Parce qu'il y avait des mots qu'il ne connaissait pas, il y avait des mots Owendo, je crois, et Wendo. Donc, Wendo, voilà. Donc, qu'il ne connaissait pas, mais il s'est dit, la poésie, c'est de la poésie. Que ce soit la poésie québécoise, la poésie française, la poésie camerounaise, c'est de la poésie. Donc, je peux quand même lire, je peux quand même parler de la structure. Et malgré le fait qu'on sentait dans sa façon de critiquer le texte qu'il marchait sur des œufs, par la suite, il m'a dit, bon, vous êtes quand même capable de trouver des bons textes. Continuez votre travail. Donc, ça m'a encouragée. Mais tout ça pour dire qu'au Québec, étant donné que c'est quand même, il y a de fortes vagues d'immigration avec des peuples différents, les critiques dans les médias mainstream, je peux dire ça comme ça, ne se sentent pas toujours outillés pour pouvoir parler de textes qui ne sont pas purement québécois, si on peut dire ça comme ça. Et quand, justement, j'aime bien préciser que je suis arrivée au Québec en 2012, c'est pas pour rien. J'ai commencé à éditer en 2015, on est en 2026.
ce n'est que depuis 2025 qu'il y a des cours sur les études noires, que ce soit en français ou en anglais, pour permettre aux gens d'avoir les outils pour pouvoir comprendre les productions artistiques, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, en art visuel et tout ça, des Noirs. Et je comprends que quand on ne se sent pas outillé, c'est pas que ici on a beaucoup parlé de racisme systémique. C'est pas, on comprend pas, on veut pas présenter le travail des Noirs ou des personnes racisées, mais il y a aussi le fait que on comprend pas. Si tu comprends pas, si tu sais pas de quoi on parle, qu'est-ce que tu vas dire? Là, on a tendu une perche en proposant des cours dans les universités. Ces cours-là ne sont pas réservés qu'aux Noirs. Donc là, ceux qui ne sont pas Noirs, ils ont la responsabilité de suivre ces cours-là pour pouvoir après avoir les outils de critiquer les livres. Et après, on ne parlera plus de racisme systémique. Là, ils auront fait l'effort de montrer que on ne vous met pas à part, vous êtes clairement des Québécois, on veut vous comprendre, on veut présenter vos livres, on veut les critiquer, on veut les considérer comme faisant partie du corpus national québécois. Donc, c'est vers ça qu'on va, c'est ce qui se fait en ce moment au Québec, c'est ce que j'observe. En fait. Voilà. Okay. Très bien. Merci beaucoup pour ta perspective, Natacha. Mais justement, de vos différentes interventions, on comprend facilement et aisément que critique littéraire n'est pas à dissocier d'éditeur. Ce sont deux mondes qui peuvent cohabiter ensemble avec les limites, avec les réalités. Mais justement, Natacha, tu as dit un mot, responsabilité. Selon vous, justement, c'est la responsabilité de qui de briser ces plafonds de verre, de pallier à ces limites-là, notamment en termes de critique littéraire en Afrique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Richard l'a mentionné, Loïs était d'accord également avec Richard. Il y a aussi le fait qu'il y a certains critiques littéraires, on va dire, occidentaux ou à l'international, qui, quelque part, ne se sentent pas légitimes, pour certaines raisons, de pouvoir juger de textes écrits par d'autres personnes venant d'horizons différents. Donc, selon vous, c'est à qui cette responsabilité-là de pallier à ces limites-là et de faire en sorte que, justement, il y ait des personnes qui soient intéressées ou qu'il y ait des formations ouvertes pour être critique littéraire ou internationaliser à un certain niveau certains ouvrages pour que, justement, ils soient accessibles à certains critiques qui ne viennent pas forcément de ce milieu-là ou de ce continent-là ou de cette géographie-là, afin de pouvoir élargir à un plus grand nombre de critiques certains ouvrages. Si on va commencer par Loïs, si elle veut bien prendre le lead sur cette question. Ok. Alors, oui, d'après si je suis bien ta question, je pense que cette responsabilité, elle vient d'abord de l'éditeur. Donc, en tant qu'éditrice, c'est à moi d'aller vers les critiques, de rechercher des critiques, de chercher des critiques qui soient autres que ceux que je connais. Parce que ceux que je connais déjà peuvent m'apporter une vision, mais peut-être il y a encore des limites, ou alors le fait qu'on se soit familiarisé, qu'ils connaissent le texte, le contexte, peut-être qu'ils ne voient plus certaines limites de texte. Donc, je pense que déjà à ce niveau, c'est moi en tant qu'éditrice, nous en tant qu'éditeurs, d'aller vers les critiques, de leur proposer nos textes, de dire voilà, on a un texte, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue vraiment qui soit clair et sans a priori dessus. Maintenant, peut-être aussi, les critiques peuvent faire cette démarche, c'est-à-dire de retourner vers des maisons d'édition qui ne le connaissent pas ou alors des éditeurs avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de travailler, les contacter pour dire, OK, on a vu, vous avez publié tel ouvrage, est-ce qu'on peut avoir l'ouvrage, est-ce qu'on peut le lire pour donner notre critique à ce niveau? Donc, du coup, c'est un chemin sur lequel les deux marchent et chacun doit faire sa part du chemin. Donc, on doit se retrouver peut-être à mi-chemin. Peut-être d'autres vont faire plus, mais on doit vraiment se retrouver à mi-chemin et travailler ensemble pour que la critique apportée à chaque ouvrage soit importante et qu'elle puisse édifier tout le monde, c'est-à-dire l'éditeur, le public et même le critique aussi. Merci. Léa, tu penses la même chose? Non, je ne pense pas que
je ne pense pas qu'en première ligne, la responsabilité revienne à l'éditeur. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est le critique littéraire même qui réussit à la fin à construire, c'est-à-dire à construire une carrière, à faire du bruit autour d'un texte et autour de son auteur. Donc, c'est pas vraiment en droite ligne le travail de l'éditeur. Oui, l'éditeur doit chercher à promouvoir son texte. Le promoteur littéraire, oui, je suis d'accord que c'est à l'éditeur d'aller vers lui, mais c'est pas nécessairement à l'éditeur de rechercher des critiques. Je pense que la première personne à pointer du doigt ici, ce sont les critiques eux-mêmes, quitte à ce qu'ils soient peu nombreux, comme on le déplore malheureusement dans nos différents écosystèmes, en Afrique surtout. Je pense que la démarche vient d'abord des critiques eux-mêmes et puis des lecteurs, parce que tant que le lecteur ne reconnaît pas la place que le critique a dans l'écosystème du livre, bah, le rôle de cet acteur-là, qui reste malheureusement un acteur de l'écosystème, même si on ne le conçoit pas souvent ainsi, il va toujours rester à la marge. Le critique va toujours rester à la marge. On va toujours se dire, avec ou sans critique, le texte va avancer. Sauf que non, à la longue, on a l'impression que le texte tourne autour de lui-même. Parce que si c'est l'éditeur qui porte tout, je sais pas, l'éditeur est là pour valider. Une fois qu'on a validé un texte et qu'on a décidé de l'éditer, à ce moment-là, on devient partie prenante. Donc, je vois mal que ce rôle-là soit encore totalement sous la responsabilité de l'éditeur. Les critiques eux-mêmes devraient faire ce pas-là. Et puis, les médias aussi sont à pointer du doigt. Le travail d'information, du moment où un éditeur informe, comme Natacha le soulignait tout à l'heure, de l'apparition d'un livre, bah, je pense que son rôle a été joué à la perfection. Son travail va se limiter à ce moment-là à la promotion de ce livre-là et pas nécessairement à aller chercher des critiques qui vont venir interroger le livre. Sinon, ça peut sembler même toujours être de la validation en soi et non plus de la critique. Très bien. Merci pour ce retour, Léa. Et toi, Richard? Selon toi, c'est de la responsabilité de qui? Tu es mute, ton micro est coupé. Voilà, je crois que c'est aussi de la responsabilité de l'éditeur. Parce que quand on parle de la promotion, pour moi, quand on parle de la promotion, on parle aussi de la critique littéraire. Parce que quand le critique arrive à démontrer que l'œuvre regorge une certaine vitamine, c'est ça qui va mettre l'œuvre maintenant au premier plan. Et ça va attirer donc l'attention du lecteur. Et aujourd'hui, ce qui se passe par exemple au niveau des éditions Algamar, on a un comité de lecture qui est constitué en fait de lecteurs et de critiques. Et c'est comme ça que nous, on considère notre comité de lecture comme ayant deux pôles, c'est-à-dire un comité interne et externe. Dans le comité externe, il s'agit de l'évaluation de l'œuvre. Dès lors que l'œuvre sort, on essaie d'imprimer l'échantillon pour soumettre donc à ceux-là qui essayent de l'évaluer, qui font ce travail avant de nous soumettre. Et on essaie de prendre en compte donc ces manquements avant de mettre à la disposition du consommateur. Mais cela n'empêche pas qu'un autre critique vienne faire le travail, parce que l'objectif, c'est effectivement d'éviter les dégâts. Donc moi, je pense que la critique participe aussi à la promotion du livre. La critique est véritablement essentielle, mais le problème, c'est, comme je l'ai souligné avant, c'est qu'il n'y a pas assez de critiques. Les gens confondent même tout, descendre l'auteur, il parle de ce qu'il ne comprend pas véritablement. On ne peut pas dire, par exemple, qu'on est critique littéraire et non pas savoir faire la différence entre un roman et un recueil de nouvelles, par exemple. Donc, c'est de la responsabilité aussi de l'éditeur d'aller envers les critiques. Parce que moi, je connais des éditeurs qui ont peur de la critique. Il y a des dédicaces où il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique parce qu'on estime que s'il y a un critique, il va peut-être ressortir les côtés négatifs de l'œuvre et ça va casser la vente, etc. etc. Donc, je pense que c'est de la responsabilité aussi de l'éditeur. Voilà. Très bien. Et Annie, pourrions-nous avoir ta perspective également?
Écoute, moi je pense que les responsabilités sont partagées, hein, comme Léa et d'autres l'ont dit précédemment. Les responsabilités sont partagées et on devrait pouvoir se trouver à mi-parcours. Mais ceci dit, il ne faut pas ausculter le fait que dans nos environnements, spécifiquement chez nous, on est dans un écosystème où tous les maillons ne sont pas toujours présents ou sont très peu présents, ce que Richard relevait tantôt. Et du coup, ça peut être difficile d'avoir les critiques, d'avoir des journalistes culturels. Je me remémore toujours, par exemple, la dédicace que moi j'ai organisée. Si j'ai invité 10 médias ou 10 journalistes culturels que je connais, il y en a 3 qui étaient présents et comme rendu média, je ne parle pas de critique, comme rendu média, j'ai eu un article dans une presse locale. C'est pour vous dire un peu cette difficulté que l'on a. Donc, à ce moment-là, les responsabilités sont tout à fait partagées. Chacun a choisi son métier, l'un éditeur, l'autre critique, et puis il y a le lecteur dans son coin. Donc, à chacun de faire sa part du travail. L'un de mettre le livre sur le marché, de le promouvoir, et à l'autre de faire ce travail d'évaluation-là et de faire la médiation auprès du public. Mais ne pensez-vous, merci beaucoup pour ton retour, Annie, de vos différents retours, ne pensez-vous pas aussi que le fait que le continent ou l'écosystème africain manque de critiques, l'État aussi, les responsables politiques ont leur part de responsabilité à jouer? Parce que Richard le mentionnait, il y en a beaucoup qui peuvent arriver même à confondre critique et comment dire ça, critique constructive et critique juste pour critiquer. Le fait est que les gens, les personnes aussi doivent être formées au métier. On ne peut pas se lever un beau jour et se dire critique. On le devient parce qu'il y a des formations certainement à suivre, parce qu'on apprend le métier. Ne pensez-vous donc pas que on va dire, responsables politiques aussi ont une part de responsabilité dans tout ça? Je ne sais pas, Natacha, au Québec, si les personnes ou les responsables politiques voilà, promouvoient d'une quelconque manière la critique littéraire ou interviennent dans ce domaine-là, où il leur arrive d'intervenir dans ce domaine-là pour encourager justement. Avant de répondre à ta question, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Léa tout à l'heure en parlant du fait que les éditeurs aillent vers les critiques littéraires et que ça fait un peu recherche de validation. Mhm. Je me dis que tout dépend aussi de l'intention de l'éditeur. Moi, je suis dans une perspective où je suis dans la transmission de savoir entre le continent africain et sa diaspora. On vit au Québec, on est des Noirs. Le mot noir regroupe les Africains, les Afro-descendants, les Caribéens et ceux qui se disent simplement noirs. Donc, à partir de là, nos jeunes, et je l'ai beaucoup entendu quand je venais d'arriver ici au Québec, quand je participais à des événements qui étaient pour les Noirs, il y a des jeunes qui venaient et qui demandaient à des personnes qui étaient déjà bien établies dans la société québécoise, mais comment être noir à l'école, comment être noir au travail, comment être noir. C'est comme si être noir, c'est un problème. Il y a un fort, enfin à l'époque, quand j'écoutais tout ça, c'était en 2015, 2014, 2015, un fort problème identitaire. Donc, à partir de là, en tant qu'éditrice, comment je fais pour aider mes jeunes d'ici? Ils savent qu'ils sont noirs. Ils sont noirs pourquoi? D'où vient ce noir-là? De l'Afrique. Donc, il faut que on aille chercher le savoir africain pour le leur amener ici au Québec. Les gens du Québec, que ce soit des Blancs ou des Noirs qui sont établis ici depuis longtemps, ils ne connaissent pas non plus, ils ne sont pas en mesure de donner ce savoir-là aux jeunes. Il faut aller le chercher en Afrique. Donc, je suis obligée d'aller chercher des critiques en Afrique, même des livres en Afrique,
pour les apporter au Québec et avoir des gens qui peuvent dire aux gens d'ici, voilà le contenu, voilà tel mot, ce que ça veut dire. Enfin, il faut des gens pour ça, parce que le travail est dans la transmission. Si mon intention est de simplement vendre des livres, d'ailleurs, des fois, je me dis que c'est plus ça que je devrais faire au lieu de vouloir à tout prix être dans la transmission, ben, je continue de simplement envoyer mes communiqués de presse et puis à attendre qu'un journaliste veuille bien faire son travail de promotion et puis compter sur les avis de mes amis, après le bouche à oreille, les lecteurs et tout ça. Bon, pour revenir à ta question qui est celle du gouvernement, je ne dirais pas que le gouvernement s'implique directement dans la formation des critiques, mais il y a quand même un ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, il finance les universités, même si on se plaint beaucoup ici que ce n'est pas assez financé, il n'y a jamais assez d'argent. De toute façon, ça ne va jamais changer. Le discours est toujours le même, on en veut toujours plus. Mais quand même, le gouvernement finance les universités. Les études noires dont je vous parlais, qui viennent d'être lancées, même si ce n'est pas un cours de critique littéraire, mais c'est un cours qui va permettre aux gens qui veulent s'adonner à la critique littéraire de pouvoir s'exprimer. Bon, j'ai effectué quelques recherches justement pour voir s'il y avait des formations en critique littéraire. En cherchant, j'ai vu qu'il y avait un cours et il n'est plus donné depuis 2005. Il y a des formations pour la pensée critique, mais il n'y a pas de formation pour la critique littéraire même. Donc après, si on veut faire de la critique, moi, il m'est arrivé de critiquer un livre ici. Ça n'a pas été une bonne expérience, mais bon. J'ai simplement été chercher une méthode. J'ai suivi la méthode. J'ai fait la critique. La critique était parue dans un magazine culturel. Parce que, en fait, les gens se disent que c'est possible de trouver la méthode. Et si tu as le bagage qu'il faut pour comprendre le livre, tu peux faire une critique. L'autre chose que j'ai pu entendre aussi de la part de critiques, qui disaient qui comprennent le fait qu'il n'y a pas de formation de critique littéraire pure et simple, parce que on ne va pas se mettre à former chaque fois une cohorte de, je sais pas, 200, 300 critiques littéraires, et puis on les paie comment? Parce que c'est toujours ça, en fait, le problème. On dit que c'est aux critiques littéraires d'aller vers les maisons d'édition pour, vous avez dit que je prêche contre ma paroisse, mais c'est juste que j'essaie de comprendre les différents acteurs. Oui, je veux bien faire de la critique si je suis critique littéraire, mais qui va me payer? C'est un travail lourd. Je vais passer des heures à lire un livre, des heures à le décortiquer. Qui va me payer? Si je travaille pour un média, pour une revue, par exemple, je sais que j'ai mon salaire qui tombe chaque mois. On m'a envoyé tel livre à lire. Je le fais parce que je sais que je vais être payé. Mais pourquoi est-ce que je donnerais tout ça de temps pour quelque chose et puis j'ai rien en retour? Enfin, il y a tout cet aspect-là à voir. Et c'est pour ça que finalement, le gouvernement, surtout que ce n'est pas seulement en médecine qu'ils essaient de voir, on veut tant de gens. Non, donc chaque corps de métier, déjà dès le secondaire, quand on voit les cours qui sont proposés aux enfants, on les prépare au marché du travail. Le gouvernement voit quels sont les besoins, ce dont on a besoin sur le marché du travail, et les gens sont formés en fonction des besoins du marché du travail. Donc, dès le départ, s'ils se disent, ces gens-là, on va les former, mais après, ils ne vont pas trouver d'emploi, ce n'est pas la peine. C'est ça, en fait, la problématique au Québec. Je pense que merci pour ton retour, Natacha. Je pense que c'est une vision qu'on peut élargir, hein, parce que comme tu l'as dit, dans tous les gouvernements, je pense que la réflexion est faite pareil, hein, en fonction du marché de l'emploi, de ce qui peut être pris en charge par le gouvernement, parce que les gens, quand ils sont formés, ils s'attendent à être payés. Ils ne s'attendent pas à être formés, à avoir un diplôme et à rester à la maison, alors que le gouvernement ne facilite pas l'accès à l'emploi.
Et je pense que Léa, Annie et Loïs me confirmeront. Au Cameroun, parce que Richard il nous a quittés pour, je pense, quelques minutes. Au Cameroun, ça doit être la même chose. Le gouvernement est là, il y a le ministère de l'Éducation qui certainement encourage comme il peut l'écosystème littéraire, mais il reste aussi face à ses limites et à ses réalités, j'imagine, d'un point de vue justement critique littéraire ou encouragement de formation dans ce cadre-là ou dans ce secteur-là. Ben alors, Fatim, il faut savoir que au Cameroun, oui, tu l'as dit, le ministère de l'Éducation avec éventuellement je veux dire, tout le gros paquet qui a été mis sur le livre scolaire a engagé, si je puis dire, la promotion du livre de manière générale au Cameroun. Mais au-delà, lorsqu'on sort du livre scolaire, alors tous les problèmes se posent. Si tu veux, pour te dire, là, je regarde la loi du livre qui a été mise, la loi portant organisation de la filière du livre qui a été promulguée en 2021. Donc, ça fait pas très longtemps. On ne parle pas du tout de critique littéraire. Ça veut dire que ça n'apparaît même pas dans cette loi-là. Pour te dire que c'est un maillon qui déjà n'a pas été pris en compte par le gouvernement. Première chose. Deuxième chose, tu vas te rendre compte que donc là, ça pose déjà tout le problème. Maintenant, il y a moi, par exemple, je suis issue d'un cursus, je vais dire académique, en lettres modernes françaises que j'ai malheureusement pas terminé parce que j'ai viré en professionnalisation, en édition dans une école dans l'école que nous avons ici au Cameroun à l'ESTIC, qui forme essentiellement les métiers liés à la communication. Et la critique littéraire, je sais pas, Léa pourra me confirmer ou infirmer ce que je dis. La critique littéraire est abordée essentiellement, jusque-là, en tout cas au moment où moi je faisais mes classes à l'université, était abordée uniquement dans les cours de lettres modernes françaises. Sortir donc tu as cette formation-là. Bon, depuis le temps, il y a eu la création de plein d'autres universités, et je suppose la création de filières de lettres modernes, françaises et tout, avec intégré dedans cette formation en critique littéraire. Mais hors de là et hors la loi sur le livre, qui ne prend même pas déjà en compte le métier de critique littéraire, on est un peu largué là. Donc, si je peux le dire, beaucoup de ceux qui pratiquent la critique littéraire sont d'abord des passionnés, et donc ils le font parce qu'ils aiment déjà lire. Il y en a qui ont certainement qui ont eu des formations dans ce sens-là, mais je suis pas sûre que beaucoup gagnent leur pain à travers la critique littéraire. Très bien. Merci beaucoup pour ton commentaire, Annie. Léa, il y a Annie qui indirectement te lançait la patate chaude. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous donner ton point de vue sur la question? Ok, pour ce qui est des formations, c'est vrai que malheureusement, en contexte camerounais, les critiques littéraires sont essentiellement issues des parcours académiques. Donc, c'est une formation qui n'est pas encore professionnalisée. On n'est pas encore sorti du cadre essentiellement académique, essentiellement théorique. Donc, on va vous former à la pensée critique, on va vous former à l'analyse de textes, à poser des essais critiques. Donc, il y a tellement de dénominations pour ça. Et puis, à la fin, on va vous dire, bon, vous avez toutes les aptitudes nécessaires pour décider ce que vous vouliez être critique littéraire
ou alors journaliste culturel. Mais à aucun moment, en fait, même lors de l'édite formation, on ne vous dira, vous êtes formé essentiellement pour devenir critique littéraire. Donc, vous ne verrez pas un parcours critique littéraire, par exemple, peu importe l'université, parce que moi, j'en ai fait 3. C'est vrai qu'il y en a plusieurs au Cameroun, mais j'en ai fait 3. Donc, c'est malheureusement ça. Donc, c'est un métier qu'on voit encore trop complémentaire. C'est difficile vraiment de retrouver un critique, je veux dire, quelqu'un qui fait essentiellement de la critique littéraire. C'est assez compliqué. Mais on forme quand même. Il y a donc ce volet-là, cette passerelle-là, passée par une université, bien évidemment. Ça s'applique à toutes les langues, heureusement, plus seulement aux lettres modernes françaises, parce que j'ai appris la critique avec la langue espagnole d'abord, au départ. Lorsque j'intègre l'université, c'est la langue espagnole que j'apprends. Le français vient plus tard. Donc, ils font cet effort-là quand même. Mais du point de vue, je pense, des institutions, il y a quand même quelque chose à faire parce que pour quelqu'un qui assiste beaucoup aux événements littéraires, aux festivals et tout ça, je vois très peu de critiques mises en avant. Vous allez voir beaucoup de dédicaces, de rencontres qu'on va faire autour du livre, mais je vois très peu de place qu'on accorde à la critique. Pourtant, ce sont, à mon avis, les espaces d'expression, de prédilection de ces acteurs-là. Lorsqu'ils ont un public à satisfaire et lorsqu'ils ont une œuvre qui est posée sur la table, lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils doivent animer des blogs, des clubs de lecture, etc., où on ne va retrouver que le public qui les connaît, ça devient compliqué ici au Cameroun. Et même au niveau des organisateurs d'événements, les festivals, ou je dis physique, il y a quand même encore un effort à faire au niveau de la vulgarisation de la critique littéraire en tant que métier, mais surtout en tant que aptitude ou alors exercice. Oh, on a perdu Léa. Mais on a grosso modo compris là où Léa voulait en venir. Mais justement, de vos différentes interventions, avec le fait qu'il manque des critiques littéraires, les formations ne sont pas aussi poussées que ça, les gouvernements, pour revenir sur ma question précédente, ont aussi de responsabilités vis-à-vis du marché de l'emploi. Ce n'est pas les métiers qui sont les plus encouragés en termes de formation, en termes d'accessibilité. Du coup, ça me pousse à faire un parallèle qui est totalement en phase aujourd'hui avec les avancées technologiques. Donc, je vais vous demander, vous, en tant qu'éditeur, en tant qu'acteur du livre, est-ce que ce serait envisageable pour vous de recourir à l'intelligence artificielle justement pour pallier à individuellement, je parle, hein, pour pallier à ce manque de critique littéraire. C'est-à-dire que vous avez une œuvre aujourd'hui que vous souhaitez, on va dire, faire critiquer, si je peux dire comme ça, en étant un peu vulgaire dans mes propos. Est-ce que vous verrez recourir à l'intelligence artificielle pour cela? Richard, si tu veux bien nous donner en premier ton ressentiment. Richard est figé aussi. Loïs, si tu veux bien, s'il te plaît, nous donner ton avis sur la question. Est-ce qu'en tant qu'éditrice, tu devrais recourir à l'intelligence artificielle pour critiquer un livre? Bon, en tant qu'éditrice, je n'ai pas encore eu à recourir à l'intelligence artificielle pour critiquer un livre parce que je me dis, la critique, je voudrais qu'elle vienne d'une personne, d'un humain, pour vraiment apporter ce côté humain à la chose parce que l'intelligence artificielle peut te donner, pour l'avoir déjà utilisée pour d'autres choses, l'intelligence artificielle, toutefois, te donne des limites. Mais c'est vraiment très carré, c'est vraiment très scolaire en fait. Il n'entre pas, par exemple, peut-être dans l'expression des sentiments. Ou alors, comme Natacha en parlait tout à l'heure, si j'utilise une langue, que je m'exprime en Ewondo ou en Bassa, l'intelligence artificielle ne peut pas me dire si j'ai fait une erreur, si c'est le mot que je devais employer parce que je ne pense pas qu'il soit assez poussé pour critiquer à ce niveau.
Or, avec un critique humain qui connaît, par exemple, les réalités que je vis au Cameroun, qui connaît les langues, il peut, par exemple, me dire non, ça, c'est pas le bon mot à employer dans ce contexte. Et là, c'est plutôt comme ceci. Moi, j'ai eu un retour justement avec un lecteur qui a lu Brigade 14 de Judas. Et à l'intérieur, il y avait un nom que j'ai utilisé pour un des personnages. Et la personne qui m'a fait le retour justement pour m'expliquer, pour me donner la signification du nom que j'avais choisi. Et elle m'a dit, est-ce que tu voulais utiliser ce nom-ci ou alors tu voulais utiliser l'autre nom? Parce qu'en fait, si tu utilises l'autre nom, voilà ce que ça signifie. Et si tu utilises l'autre nom, voilà ce que ça signifie. Donc là, j'ai un retour qui est humain parce que la personne comprend la langue, elle comprend la chose. Ce que je ne suis pas sûre que j'obtiendrai si je mets mon livre à la disposition de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence, elle va se contenter de me dire si les phrases sont justes, si le texte est cohérent, mais elle ne va peut-être pas entrer dans le domaine de langue, de sentiment, Non. et ça ne va peut-être pas m'apporter ce que j'attendais en termes de critique. Donc, selon toi, ce n'est pas une solution qui pourrait pallier à ce déficit en termes de critique littéraire. Selon moi, ça ne peut pas pallier à mais ce à terme, déficit. ouais. Ça ne peut pas pallier à ce déficit parce que moi, les textes que les textes que j'ai à m'apporter vont vraiment dans l'axe du purement africain. Donc, on a beaucoup d'expressions africaines, on a beaucoup de retours avec les langues vernaculaires, avec des argots que nous, on emploie ici. Et donc, j'ai besoin d'un critique qui peut me dire si l'argot que j'emploie, si la façon dont de l'employer est juste. Mais l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûre qu'elle pourra atteindre ce niveau-là. Donc, je préfère encore me fier à ces critiques, même s'ils sont peu, je préfère me fier à eux. Je comprends. Et toi, Richard, je te posais la question avant de donner la parole à Loïs, mais il semblerait qu'il y avait un petit souci de connexion. Est-ce qu'en tant qu'éditeur et auteur aussi, tu as la double casquette également, est-ce que tu te verrais, pour pallier à ce déficit en termes de critique littéraire dans l'écosystème africain notamment, recourir à l'intelligence artificielle pour faire critiquer un livre ou critiquer un livre? Alors, pour rejoindre ma consoeur, je dirais que non, parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle n'est pas adaptée, en tout cas dans notre contexte africain. Elle ne connaît pas nos codes. Par exemple, les voies bitumées ici en Afrique, pour reprendre Alain Mabankou, on dit par exemple, moi je vais sur le goudron. Est-ce que c'est cet argot, je ne sais pas, est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment maîtriser tous ces aspects? Je ne pense pas. Ce qu'il faut faire pour pallier, c'est simplement d'encourager les jeunes, c'est d'orienter les jeunes vers ces formations-là. C'est vrai, on a l'habitude de dire que la littérature, de manière générale, est le parent pauvre en matière de soutien et la critique littéraire davantage, parce que la critique est davantage méconnue. Donc, c'est de faire recours à ces agences comme Acolyte, notamment, pour des formations de renforcement de capacité, pour des formations certifiantes en quelques semaines, par exemple, pour outiller ces passionnés des lettres-là aux méthodes, aux techniques pour faire la critique littéraire. Parce que, quoi qu'on en dise, l'intelligence artificielle ne peut et ne pourra jamais remplacer l'humain. C'est vrai, aujourd'hui, l'intelligence artificielle apparaît aussi comme en quelque sorte notre consultant, mais elle a montré ses limites. Il y a un ami qui a essayé, par exemple, de demander à l'intelligence artificielle, qui est Richard Labé-Vitré. En partie, l'intelligence a essayé de donner une vraie version de moi et d'autre part, ce n'était pas moi. Donc, elle se trompe également souvent. Et donc, je pense que ce n'est pas vraiment la solution idéale, bien que l'intelligence artificielle est essentielle donc, dans la chaîne du livre. Mais c'est son usage, c'est le contexte et tout ce qui va avec. Très bien. Merci, Richard. Ton intervention, en plus de celle de Loïs, me donne envie de me tourner vers Léa, parce qu'on a une jeune entrepreneure dans la tech. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Léa, si tu nous entends. Parce que je vois que l'écran est figé, mais je ne sais pas si tu nous entends. Je vous entends très bien. Ah ben, super. Et selon toi, est-ce que l'intelligence artificielle arrivera à un stade où
de ton point de vue évidemment de jeune entrepreneur dans la tech, à un stade où justement on pourrait recourir à cette solution-là pour critiquer des œuvres? Je pense qu'on pourrait y arriver, mais sur la base d'autres avis. Je m'explique. Pour un texte qui aura eu un, deux, trois, une dizaine, une trentaine de retours de lecture, sur la base donc de ce contenu-là, je pense que une intelligence artificielle bien formée, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des chatbots, c'est-à-dire des IA propriétaires. Une maison d'édition, par exemple, peut avoir son chatbot qui est formé ou bien, comme Loïs le mentionnait, qui est contextualisé en fait en fonction des différentes réalités ou des différents types de textes que cette maison d'édition reçoit. Et donc, vous allez souvent constater que parfois, ce sont je vais dire robots, ce sont ces robots-là qui vous répondent même. Et tellement, ils ont été formés, ils ont été coachés que je sais pas si je vais dire la limite ou bien la différence entre quelqu'un qui travaille dans la maison d'édition et ce robot-là qui vous répond, vraiment la faille est très très invisible même directement comme ça. Donc avec ce type d'intelligence artificielle là assez formée et qui a du contenu contextuel, je crois qu'on pourrait y arriver. Mais tout de suite comme ça, de départ, comme un critique littéraire, lire un texte et donner un avis, non, on n'y est pas encore. On n'est pas encore à ce niveau-là pour l'instant. Merci beaucoup pour ton retour pertinent, Léa. Mais d'ailleurs, justement, j'aimerais savoir, parce que tout à l'heure, Loïs a évoqué quelque part la barrière de l'argot des langues. Natacha aussi, un peu plus tôt dans l'intervention, a évoqué le critique qui pensait ne pas pouvoir critiquer un livre d'un auteur camerounais ou autre pour généraliser. Selon vous, quel équilibre il faut-il y avoir justement entre au niveau des critiques littéraires? Je m'explique. Lorsqu'on a un livre qui est écrit en français principalement et qui a par exemple des parties dans une autre langue, est-ce que pour vous la critique littéraire doit se faire en français? Donc on revient au propre même du livre qui est écrit en français avec des passages dans une autre langue, ou est-ce qu'il faudrait pour la pertinence de la critique passer par une personne, si elle a des connaissances dans cette langue-là, passer par elle pour justement que la critique soit la plus pertinente possible? Si Loïs veut bien, je me retourne vers toi encore, Loïs, parce que je te vois acquiescer de la tête. Ok, oui, c'est pertinent. Ta question est très pertinente parce qu'on se demande, est-ce qu'on doit seulement être critiqué si la personne comprend le contexte de la langue ou alors il faut ouvrir la critique à d'autres personnes? Je pense que ouvrir la critique, c'est aussi important parce que la critique, ce n'est pas seulement par rapport à la langue qu'on va utiliser dans le texte. Peut-être si j'utilise de l'argot, moi j'utilise beaucoup d'argot quand j'écris dans mes romans. Mais c'est pas tout le texte qui est en argot, d'accord? Et la critique n'est pas seulement là pour parler de l'argot, elle est là pour parler du livre en général, de ce que ce livre fait ressortir chez le lecteur, de ce que ce livre peut lui apporter de plus. Donc, la critique ne va pas seulement se limiter au fait que non, je comprends pas le camp franco-anglais, donc moi, je peux pas critiquer. Mais c'est aussi un plus quand on a affaire à quelqu'un qui comprend l'argot utilisé ou alors qui comprend le contexte parce que là, lui maintenant, il va apporter une critique qui sera plus acerbe, c'est-à-dire il peut me dire non, en fait, c'est pas comme ça, par exemple, que les voyous s'expriment, elle a encore des limites, il faut elle se perfectionne. Donc, les deux sont importants parce que peut-être celui qui ne comprend pas l'argot va m'apporter la critique vraiment sur le sens des sentiments, une autre critique, une autre vision de la chose. Et l'autre qui comprend va aussi apporter une autre vision de la chose. Et ces deux visions vont permettre à la maison d'édition et même à l'auteur de voir comment est-ce qu'il peut s'améliorer pour ses autres textes pour que ses lecteurs soient beaucoup plus satisfaits. Merci beaucoup, Loïs. Et toi, Natacha, parce que tu évoquais aussi, donc j'ai pris l'exemple du critique qui avait eu à critiquer le recueil de poèmes de l'auteur camerounais. Est-ce que au niveau du Québec, justement, parce que je sais que
Vous avez aussi de l'argot là-bas, certaines manières de dire certaines phrases qui sont propres au Québec, qui sont pas non plus, c'est du français, mais c'est du français, comment dire ça pour ne pas paraître discriminante ou quoi que ce soit dans mes propos, mais tu vois ce que je veux dire. C'est de l'argot à la québécoise, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que pour toi, ça change quelque chose justement que cela soit pris en compte dans le choix du critique littéraire? Bon, déjà, il faudrait que les gens osent écrire dans cette langue-là. Oui. Si on considère que c'est une langue, parce que ce qu'on observe quand même au Québec, et c'est le sentiment de la population, je veux dire, c'est que la littérature passe pour quelque chose de luxueux, réservé aux intellectuels, réservé. Donc, il y a une certaine façon d'écrire. Bon, ça a été comme ça pendant de nombreuses années. Ces derniers temps, on commence à avoir des textes où le français, enfin, le langage du quotidien, voire de la rue, commence à rentrer dans les livres. Et même, enfin, il y a le langage plus, enfin, le joual, il y a le québécois, mais il y a aussi, enfin, un argot, effectivement, qui est plus parlé par les jeunes. Chaque année, il y a toujours des nouvelles expressions. Et comme la communauté haïtienne aussi, elle est très nombreuse, notamment à Montréal. Donc, il y a beaucoup de mots créoles qui rentrent dans le langage du quotidien. Et certains intellectuels noirs, ils disaient que ça aurait été bien que ce langage-là se retrouve dans le livre. Parce que le livre est vu aussi comme une façon d'archiver le mode de vie d'une population à une certaine époque. Donc, pouvoir se dire, je ne sais pas moi, dans les années 2020, voilà comment on parle à Montréal, les gens qui vivent en 2100, là, ils vont se dire, ah, c'était comme ça, Montréal. Il y a déjà ce désir-là. Donc, après, en ce qui concerne la critique littéraire, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai entendu de toute la semaine, la critique littéraire sera beaucoup plus académique finalement au Québec. Si le livre parvient à être étudié, que ce soit au cégep ou à l'université, le cégep, c'est comme des sortes de classes préparatoires, mais qui permettent soit d'aller travailler directement ou soit de continuer à l'université. Donc, les élèves, bon, on leur apprend quand même à étudier des textes. Il y a même parfois des concours qui sont faits selon le genre littéraire. Et ce qu'on fait en cours, dans les activités extrascolaires, c'est très valorisé. Donc, c'est quelque chose qu'après, tu pourras mettre sur ton CV et qui fait qu'après, tu pourras rentrer facilement dans la chaîne du livre pour pouvoir exercer. Et si on continue de dire que il manque des critiques, si on continue de dire qu'il faut se former à l'utilisation de certains langages et tout ça, bon, après, c'est une question de spécialisation. Quelqu'un peut se lever et puis dire, bon, moi, je prends ce créneau-là, je choisis de me spécialiser dans la critique des livres qui utilisent le joie, qui utilisent le langage des jeunes montréalais ou un livre écrit. Parce qu'ici aussi, au quotidien, les gens, dans une même phrase, ils mélangent le français et l'anglais. Tu commences en français, tu finis en anglais, le mot, enfin bon. Donc, si on se met aussi à écrire comme ça, il faut que le critique littéraire soit capable de comprendre ce switch de ce qui est typiquement montréalais, en fait. Si tu vois un texte, tu vois quelqu'un dans une même phrase qui mélange les langues, tu dis, ah, ça se passe à Montréal. Il faut connaître, en fait, pour pouvoir. On a beaucoup parlé de contexte cette semaine dans la critique. Donc, si on ne connaît pas le contexte, si on ne connaît pas
les us et coutumes d'une zone, effectivement, ça peut être difficile de critiquer. Mais c'est pas, ça ne doit pas être fermé, comme enfin, j'ai entendu aussi cette semaine quelqu'un qui disait non, les livres africains doivent être critiqués que par des Africains. Si les Occidentaux veulent mettre leur nez dedans, ils veulent avoir leurs limites. Bon, je dois dire que je me suis un peu sentie froissée. Mais enfin, il faut être ouvert. Si la personne a l'ouverture d'esprit, si elle veut prendre le temps, parce que je me dis que quand on écrit la critique, on n'est pas simplement là dans son coin avec le livre et puis on écrit ce qu'on veut. On peut aller interroger l'éditeur, on peut aller interroger l'auteur, qu'est-ce que tu as voulu dire exactement, et puis après on écrit sa critique. Si on n'a pas compris des choses, on va demander avant d'écrire la critique. C'est pas fermé, on doit travailler en collaboration. C'est pas chacun dans son temple. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, je parle à personne et personne n'a rien à me dire. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on doit travailler si on veut vraiment promouvoir un livre. Très bien. Merci beaucoup pour ton commentaire, Natacha. J'aimerais vous poser une dernière question à mon niveau avant de défiler les commentaires, parce qu'il y a plein de questions qui vous attendent de la part du public. Chacun à votre niveau, par votre expérience individuelle, pour un jeune auteur africain ou autrice africaine qui nous écoute ce soir, faut-il chercher d'abord un éditeur ou d'abord faire connaître pour qu'un critique parle de soi, de soi? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut d'abord, si vous deviez donner un conseil à ce jeune ou à cette jeune autrice qui nous écoute, faut-il d'abord chercher un éditeur pour se faire connaître s'il est auto-édité, ou tout de suite publier son livre et après chercher le critique littéraire qui peut-être pourra lui donner l'impulsion qu'il recherche, selon vous? Ça rejoint un peu ce que chacun a dit depuis le début de l'intervention, avec les positions que chacun tenait par rapport à cette union nécessaire ou à cette indépendance entre critique littéraire et édition. Si Richard veut bien commencer. Alors, voilà, je pense qu'en tant qu'éditeur, je conseillerais donc à cet auteur-là, effectivement, de recourir à un critique avant de soumettre son texte pour édition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les maisons d'édition, de plus en plus, sont devenues des imprimeries. On se demande si effectivement, il y a des comités de lecture qui sélectionnent justement les manuscrits et qui font ce travail de correction et tout ce qui va avec. Maintenant, ce qu'il faut également reconnaître, c'est que la critique littéraire peut être évanescente et mouvante au gré donc de la capacité d'analyse de chaque critique littéraire. Autrement dit, dans chaque œuvre qu'on trouve, il y a toujours des manquements et c'est ça qui fait le mystère de la critique littéraire. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Et je voudrais même profiter pour parler d'une perspective. Par exemple, si on peut aborder la question de critique littéraire et anticonformisme. Et pour rebondir dans ce qui a été dit avant, puisque je n'avais pas eu le temps d'en parler, la langue parfois constitue également une barrière à l'analyse. Pour avoir la chance, par exemple, d'étudier au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le franc-anglais, quelque chose comme ça. Quelqu'un, par exemple, pour vous dire que vous voulez mourir, la personne dit simplement « tu veux die, mon frère », par exemple. Et aujourd'hui, la langue française n'appartient plus aux Français parce que nous sommes d'une certaine manière tous ambassadeurs de cette langue-là. Et la langue française est aussi une voleuse. Elle emprunte un peu partout. Donc, le fait, par exemple, d'utiliser notre argot, etc., participe plutôt à l'enrichir. Mais il faut également savoir poser des limites. Donc, pour revenir au sujet, au-delà de la critique littéraire, il faut également soumettre ce texte-là aux lecteurs assidus, voilà, aux grands lecteurs, et surtout pas autour de son entourage, parce que ce n'est pas son entourage qui peut véritablement juger de la qualité de notre travail. Il faut cet éloignement-là, il faut également cette objectivité, parce que des amis, des parents, etc., pour éviter de te froisser ou te dire la vérité, ils vont simplement te jeter des fleurs. Or, celui qui est véritablement dans l'objectivité, essaye de vous dire pour vous permettre de vous améliorer. Voilà ce que je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas totalement faire confiance donc, aux maisons d'édition.
puisque, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, la majorité est devenue finalement des imprimeries. Et il le dit en tant qu'auteur et éditeur, hein, pour information. Donc, ta position est vraiment complète, on peut dire. Merci beaucoup, Richard. Je te retourne la question, Annie. Ben, je vais aller simplement dans le même sens que Richard. Hein. Un jeune auteur qui s'auto-édite, il est mieux qu'il aille vers un critique littéraire ou vers des critiques littéraires ou même des lecteurs engagés qui pourront lui donner des avis divers et variés, l'amenant ainsi à pouvoir, si le cas échéant éventuellement, à corriger s'il y a lieu des choses avant de s'auto-éditer. Je voudrais revenir à la question de la langue quand même, qu'on a abordée tantôt. Moi, j'ai une petite collection de contes. Je vais être à la 2e publication qui sortira bientôt. J'ai pris le parti, en tout cas, nous avons pris le parti de mixer entre le français et des langues, et nos langues maternelles. Ça veut dire que dans chaque conte, on va avoir du texte, le texte essentiellement, en tout cas en grande partie, il est en français. Et puis, il va y avoir quelques petites parties qui peuvent être des chants, qui peuvent être des proverbes dans la langue maternelle. Je précise quand même que c'est une collection particulière parce que on met un conteur professionnel, ça veut dire que celui-là qui exerce déjà son métier de conteur, qui va sur les planches pour des spectacles et tout, avec en face d'un artiste plasticien. On n'a pas voulu travailler avec des illustrateurs en nous disant que ça allait être pas rebarbatif, mais du moins on a pris le parti à travers nos livres d'amener, ou alors si vous voulez, d'immerger les lecteurs dans les arts plastiques. Donc, on met ensemble un conteur et un artiste plasticien. Donc, on a dans le français à 90% et à chaque fois une petite partie de langue. Ça va être le Douala pour le premier livre qui a été publié. Là, ça va être le Bassa pour le second. Je suis particulièrement, comment je vais dire ça, toujours très touchée par la question de la diversité dans nos publications, dans nos livres. Et j'estime qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde, dans le multiculturalisme aujourd'hui, il n'est pas question que l'on se mette des limites, que ce soit au niveau de l'édition, que ce soit au niveau de la critique même, sur la question de la langue. Et inviter en tout cas les éditeurs à chaque fois qu'ils utilisent, je pense que beaucoup le font déjà, quand vous utilisez que ce soit de l'argot, que ce soit une langue maternelle, que ce soit le créole, le bassa, le douala ou je sais pas trop quoi, il y a un petit dictionnaire à la fin du livre qui dit exactement ce que ça signifie, ce que la phrase signifie, ce que l'argot doit pouvoir signifier. Donc, pour moi, un critique littéraire, en tout cas, ne doit pas se sentir limité parce qu'il ne comprend pas la langue qui a été utilisée dans le texte ou dans un livre, fût-ce une phrase, un mot, quoi que ce soit. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Allô? Mon micro était coupé. Je parlais dans le vide, désolée. Merci beaucoup pour ton retour. Natacha, je te retournais la question, à savoir si tu pouvais donner ta perspective également. Donc, c'est quelqu'un qui a publié en auto-édition, c'est ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? De se rapprocher d'un éditeur Bon, pour avoir la fiction qu'il désire ou se rapprocher directement d'un critique littéraire? si le livre est déjà sorti et que le livre est sorti en auto-édition, la personne, elle a agi comme un éditeur, en fait. Donc, elle doit faire ce que l'éditeur fait. Chercher
La nuance par rapport au fait que en auto-édition, la personne n'a pas les retours escomptés ou la visibilité escomptée. Donc, elle se dit qu'en passant par une maison d'édition, elle pourra avoir du fait que la maison d'édition va l'accompagner dans la promotion et tout, enfin, on va dire en théorie en tout cas, ou dans l'idéal, dans la promotion du livre et tout ce qui va avec, elle se remettrait plutôt à cette maison d'édition-là. Ou sinon, en tant qu'auto-édité, directement chercher un critique qui pourrait peut-être, avec la critique que la personne fera de son livre, l'impulser vers cette visibilité que la personne recherche. De ce que je vois ici, si le livre est déjà sorti en auto-édition, la maison d'édition, elle va te dire, débrouille-toi, tu as déjà fait tout le travail, continue, mon cher. Si la personne voulait avoir tout le réseau d'une maison d'édition, elle avait qu'à présenter son manuscrit à une maison d'édition. Elle a décidé qu'elle avait la force de faire ses affaires tout seule, qu'elle assume. C'est ce que j'ai à dire. Ça a le mérite d'être clair et concis. Et toi, Loïs, qu'est-ce que tu en dis? Je rejoins Natacha parce que si quelqu'un a pris la peine de se mettre en auto-édition, ça veut dire qu'elle s'est comportée comme un éditeur. Maintenant, moi, je me dis, avant même d'aller voir la critique littéraire, parce que la critique littéraire, il ne faudrait pas qu'on prenne la critique littéraire pour des correcteurs ou des relecteurs. Donc, est-ce que cette personne a pris la peine de contacter un relecteur professionnel qui va maintenant prendre le texte et voir quelles sont les nuances apportées au texte, si le texte est cohérent, si l'histoire est cohérente, parce que c'est à ce niveau que ça doit se travailler. Le critique, lui, vient dire, voici l'histoire, elle a ceci, elle a cela, peut-être il y a des limites, mais c'est pas à lui de venir faire ce travail-là. Donc, quelqu'un se met en auto-édition, qui s'offre tous les services qui sont nécessaires pour l'édition, c'est-à-dire s'offre un service de correction, un service de relecture qui va maintenant vraiment travailler sur le texte. Et la critique maintenant viendra juste pour l'aider à voir les limites que les correcteurs et les rédacteurs n'ont pas lues. Maintenant, après, si ça en remet à une maison d'édition, la maison d'édition, elle, c'est son rôle, c'est-à-dire d'avoir son comité de lecture qui va voir toutes les failles, d'avoir des rélecteurs, d'avoir même des rélecteurs qui vont accompagner à l'écriture, comme nous on le fait, et maintenant, d'avoir après la critique qui vient terminer le travail à la fin. Merci beaucoup. Et Léa, pour terminer sur cette question. Oui, je partage l'avis de Natacha. C'est ce que j'allais dire en fait. À quoi est-ce qu'un éditeur va encore lui servir si en auto-édition, il a décidé que le livre est prêt pour publication? Je le dis souvent comme ça, mais il y a certains livres auto-édités que moi je considère encore comme étant des manuscrits. Mais bon, ça reste mon avis. Donc, j'ai pas entendu ce le mot, que pardon. je dis, pour ma part, il y a bon nombre de livres auto-édités que je considère encore être des manuscrits. Des manuscrits, Voilà. très bien. Ok. Voilà. Donc, je disais, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de se retourner déjà vers les bêta-lecteurs. C'est vrai que c'est une pratique qui n'est pas encore très courante, je vais surtout dire en Afrique centrale, parce que en Afrique de l'Ouest, tu vois que ça gagne quand même du terrain. Mais je crois que la bêta-lecture, c'est la première des choses, ou bien c'est le premier acteur qui serait le mieux indiqué pour lui. Parce que un peu comme l'auto-édition, c'est un phénomène qui est venu comme ça grâce au digital. Et je pense que si la validation commence par ce comité-là de bêta-lecteurs, je crois que son texte sera beaucoup plus fertile à la critique qui est un peu plus poussée et un peu moins tolérante quand même. Très bien. Très bien, très bien. En tout cas, jeune auteur ou autrice, si tu nous écoutes, tu as différents avis. Et à toi de voir maintenant quelle option choisir. Merci beaucoup à tous les 5 pour ce bel échange que vous nous avez servi. Si vous voulez bien, on va prendre quelques questions du chat. On n'a pas assez de temps pour les prendre toutes. On va prendre quelques-unes et oui, on va prendre celle-là. On a Pauline qui vous demande quel modèle pourrait garantir à la fois indépendance et collaboration, j'imagine, entre éditeurs et critiques littéraires. Si une personne d'entre vous ou deux maximum peut se manifester pour répondre à la question, qui est-ce qui voudrait répondre?
Ah, moi, si vous désirez pas... J'aimerais bien réagir. Hein. Très bien, merci Léa. Ok, bon, je crois qu'on va juste revenir sur ce qu'on s'était déjà dit lorsqu'il fallait prendre position. Pour moi, trois choses. Trois choses. Première des choses, c'est vraiment l'interdépendance ou l'autonomie, comme Richard l'avait le souligné tout à l'heure, que chacun reconnaisse sa place, que l'éditeur accepte que son travail, c'est de valider, c'est de publier, et c'est aux critiques d'interroger. Donc, c'est la première, pour moi, c'est la base. Il faut qu'il y ait une autonomie entre les différents rôles. Deuxième des choses, il faut de la transparence. De la même façon qu'on laisse l'autre faire son travail, c'est comme ça qu'il faut aussi accepter en fait que la critique soit à la fois positive ou négative et que l'éditeur fasse ce travail-là d'exposer le texte. C'est vrai, en Afrique, on a encore des éditeurs qui ont peur de la critique, qui ont peur même que les critiques littéraires soient au courant qu'il y a une nouvelle parution dans leur catalogue, mais c'est malheureusement leur travail d'exposition. Il faut qu'ils fassent ce travail-là, que les critiques soient au courant en fait qu'il y a des textes. Et troisième chose pour moi, c'est la diversité des espaces d'expression. Comme je le disais, les critiques ont très peu d'espace. N'eût été acolyte. Je ne sais pas s'il y a une autre initiative en Afrique centrale où je suis immergée, et même en Afrique tout entière où on valorise de la même façon ou bien à la même hauteur le critique littéraire. Et pourtant, les événements littéraires, on en dénombre des centaines par an. Donc, si le travail de critique était aussi mis au devant, de la même façon que le travail des autres acteurs, ça serait tout autant bénéfique et les lecteurs verraient que c'est important. Donc, je crois que ces trois conditions réunies, la dépendance, je veux dire, la collaboration se verrait d'elle-même et on n'aurait plus à tergiverser là-dessus. Merci beaucoup pour ta réponse, Léa. On a... Je me permets aussi d'intervenir. Bien sûr, Richard. Voilà, je crois que le modèle s'il y a proposé, à mon avis, c'est de recourir donc à une agence. Et l'agence va maintenant se charger de sélectionner ces critiques-là qui ne sont pas en contact avec l'éditeur pour faire le travail. Et là, il y a un écart, il y a cet éloignement-là qui peut permettre cette objectivité-là. Et tantôt, Léa parlait donc de ces agences-là qui se font rares en Afrique, et ça, c'est là où on se heurte finalement. Et ce qui fait également, ce qui va faire à ce qu'on parle de transparence, c'est même la crédibilité du critique. C'est sa notoriété, c'est sa légitimité, c'est sa façon de faire. Parce que le lecteur, il est là attentif, il observe. Le public également sait, lorsqu'il s'agit d'un travail sérieux ou il s'agit d'une promotion déguisée en critique, comme je le disais à l'entame de mon propos, de manière très ramassée. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Merci beaucoup pour ton rajout, Richard. On va prendre une dernière question qui est la suivante. Si le critique littéraire est amené à produire un travail objectif et enrichir le monde littéraire, pourquoi décide-t-il des fois à s'intéresser qu'aux œuvres des écrivains qu'il apprécie? Faut-il respecter son choix ou voir une dérive de la critique littéraire? Je veux bien répondre à la question. Bon, il m'est arrivé de critiquer un livre. Bon, j'avais cherché la méthode, j'ai suivi la méthode et j'avais choisi, c'était un livre en 3 parties. Et c'est vrai que j'avais beaucoup parlé de la première et de la deuxième partie et j'avais choisi volontairement de ne pas trop parler de la troisième partie pour donner l'envie au lecteur d'aller lire le livre. Sauf que l'auteur, quand il a lu la critique, lui, il a jugé que je n'avais pas lu tout le livre et que je n'avais pas envie de lire le livre. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la troisième partie. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en 2013. En 2026, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, la personne m'a vu. Donc, déjà, en tant que critique, bon, comme on le disait pendant la semaine, là, quand on est critique, on doit savoir que ce métier-là, je ne vais pas dire qu'il est dangereux, hein, mais comme on doit être objectif, dire clairement ce qu'on a à dire, on ne va pas se faire des amis. Donc, il faut être,
savoir que dès le départ, j'ai choisi d'être critique. Mes amis ne sont peut-être pas dans le monde culturel. Je vais autant chercher des médecins comme amis, des avocats, parce qu'on ne va pas nous aimer. Donc, si les gens veulent maintenir, veulent rester justement dans le milieu, pouvoir aller dans les événements sans se faire regarder avec de gros yeux, tout ça, ils se disent, bon, ben, je vais choisir de présenter des livres que j'aime. Et puis, bon, ça, c'est le premier, on dira que c'est la première raison, mais il y a aussi le fait, pourquoi présenter des livres qu'on va démolir? Puisque le critique est vu comme un prescripteur. Pourquoi est-ce que tu vas demander aux gens de s'intéresser à un livre qui n'en vaut pas la peine? Autant ne pas en parler. Pourquoi blesser l'auteur? Enfin, autant ne pas en Oui, parler. c'est justement Enfin, là où l'objectivité est censée agir. Parce qu'un critique littéraire est censé être, c'est ce qu'elle dit dans sa question d'ailleurs, je crois. Produire un mais travail. justement, c'est que même si quand en marketing, par exemple, on dit parler de moi en bien, parler de moi en mal, parler de moi. Donc, que tu aies dit du bien ou du mal du produit, tu en as parlé, donc tu en as fait la promotion. Si en tant que critique littéraire, tu prends la responsabilité de te dire, je ne veux pas que les gens soient en contact avec cette chose, je décide de ne pas en parler. Parce que par curiosité, même si je fais ma critique de manière objective, en disant ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, il y a des gens qui vont dire, ah non, je veux aller lire ça, je veux voir comment est-ce que la personne a mal écrit, comment ça, je fais la publicité finalement pour quelque chose qui n'est pas bon. Si on veut augmenter, enfin, travailler à l'amélioration de la qualité du travail, promouvoir ce qui est bien, mettre des bonnes choses dans la tête du lecteur, ben, autant faire, c'est comme si on fait finalement un tri. Le critique littéraire fait un tri et il choisit de ne présenter que ce qui va venir participer à l'émulation intellectuelle et non pas être dans enfin, simplement s'amuser à montrer des choses qui n'en valent pas la peine. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Oui, dans sa question, justement, c'est ce qu'elle dit, hein, Laetitia. Est-ce qu'il faut respecter son choix ou justement voir une dérive de la critique littéraire? C'est ce, effectivement, à quoi tu réponds, Natacha. De ton point de vue, effectivement, parce que je pense que, comme tu l'as si bien dit, que tu parles d'une chose en bien ou que tu parles de la chose en mal, tu finis par en parler, c'est ce qui compte dans la promotion. Après, la personne, le lecteur ou la personne qui tombera dessus, en prendra ce qu'elle veut. Soit ça attise sa curiosité, elle se dit « Ah, ça, franchement, elle m'a donné envie parce qu'il n'y a que du positif, je vais aller voir. » Soit c'est à l'inverse « Ah, c'est pas quand même, ça n'a pas l'air top ce livre. Par contre, je vais quand même aller lire et faire ma propre opinion de la chose. » Donc, dans les deux cas, effectivement, tu auras incité la personne, les lecteurs en face, à aller découvrir l'œuvre, quoi. Et c'est ce qui devrait compter in fine. Donc, sur ces belles paroles, nous sommes arrivés à plus de 90 minutes d'échange que moi, j'ai eu un plaisir à animer, à modérer. Je vais vous remercier immensément Annie, Léa, Richard, Loïs et Natacha, et parce que j'ai apprécié faire cet échange avec vous, avoir cette conversation avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Merci pour la générosité et la qualité de vos interventions. Merci à Acolyte Consulting également et à toute l'équipe de l'organisation avec Ray qui est en coulisses, là, qui nous épie, hein, qui est quelque part là-bas. Merci beaucoup à l'organisation. Merci au public. Merci aux commentaires, aux réactions. Toujours présent, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à repartager le live. Là, c'était la dernière session de cette deuxième édition du Sécrilo. Donc, on dit toujours les meilleurs pour la fin, hein, n'est-ce pas? Moi, je dis ça, je dis rien, hein, avec tout le respect pour mes prédécesseurs. donc voilà, bonne soirée à tous et à toutes et continuez à lire, à écrire, à critiquer. Voilà, c'est très important parce que c'est essentiel et faites-le librement aussi. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, Bye bye. bye. Merci, Fatine. Merci à vous. Ah bah c'est fini. Non? Ray, où es-tu?